Retour au débat de France 24 consacré à la diplomatie américaine, la diplomatie de gribouille vue d'ici, parce que c'est vrai qu'on a du mal pour l'instant de voir une ligne claire émerger. C'est l'occasion peut-être avec la venue cette semaine en Europe des plus hauts dignitaires de ce gouvernement Trump. Avec nous pour en parler en duplex de Washington, Anne Toulouse, auteur de Dans la tête de Donald Trump, c'est paru aux éditions Stock. Également avec nous ici même en plateau Dominique Simonet, essayiste, co-auteur avec Nicole Bachand de First Ladies à la conquête de la Maison Blanche aux éditions Perrin. Alexandre Andorra, vous êtes géopolitologue, co-auteur avec Thomas Negarov de la géopolitique des États-Unis aux presses universitaires de France. Et Laurent Cohen-Tanugy, avocat international et essayiste, auteur notamment de cet ouvrage « Guerre ou paix », essai sur le monde de demain. Alors on évoquait justement la situation assez inquiétante aujourd'hui, en tout cas la difficulté à essayer d'y voir clair dans ce qui se passe actuellement à Washington. Michael Flynn a donc démissionné dans le courant de la semaine et depuis, c'est semble-t-il la guerre ouverte entre Donald Trump et les agences de renseignement. Dominique Simonet, vous en parliez. Oui, c'est une situation assez inédite de voir qu'un président continue à mettre en scène d'une certaine manière ces petites phrases assez insultantes envers sa propre administration et qu'il engage contre les services secrets et contre même le département d'État aussi, en tout cas certaines personnes du département d'État, une espèce de guerre. Il y a un spécialiste américain qui parle des services secrets, qui dit ça y est, on est rentré dans la guerre nucléaire, en parlant de ces relations entre la Maison-Blanche et son administration. On va dire que le climat est quand même assez curieux, d'autant plus que Laurent Cohen-Tanugy disait tout à l'heure, on est quand même dans un monde extrêmement instable, il y a beaucoup d'inquiétudes, on aurait besoin que les démocraties trouvent quelque chose se ressaisissent un peu et trouvent une forme d'unité, et on a au contraire une Europe qui est en train de se disloquer et un président américain, une administration américaine qui fait une politique totalement imprévisible et assez douteuse. Donc voilà, je pense que ce qui va se passer maintenant dans les prochaines relations internationales, et notamment avec les Européens, je pense que les Européens ont un rôle très important à jouer et qui doivent un petit peu justement être beaucoup plus fermes. Ça va être absolument décisif pour l'avenir du monde dans les prochains mois. Oui. Alexandre Andorra, on prête à Donald Trump la volonté d'un rapprochement avec la Russie. C'était d'ailleurs aussi l'option prêtée à Michael Flynn et aussi d'ailleurs à Stephen Bannon au sein de l'administration américaine. Pourquoi? Qui a le plus intérêt finalement aujourd'hui à un accord? Est-ce Washington ou n'est-ce pas finalement Moscou? Alors après, ça dépend des terrains, parce que je dirais que par exemple, si on arrive à un traité de réduction des armes nucléaires stratégiques, bon là, les deux pays sont vainqueurs, et puis même le monde d'une manière générale le serait. Après, effectivement, je pense que Moscou a beaucoup plus intérêt à se rapprocher des États-Unis là-dessus, parce que c'est vraiment son grand objectif depuis le début, revenir à la même table que les États-Unis pour avoir l'impression qu'ils sont de nouveau pairs, égaux. Le danger, parce qu'après c'est pas foncièrement original qu'un nouveau président veut se rapprocher. Oui, on se souvient du reset. C'est un classique, sous Barack Obama aux États-Unis, d'essayer de faire un reset. Exactement, Obama l'avait fait. La question, ça va être dans quels termes en fait. Il faut vraiment que si ça se passe, les États-Unis arrivent à faire ça, pas sur les termes russes, mais dans des termes qui soient assez compromis, entre les deux. Pour l'instant, on se dirige plus sur un rapprochement sur les termes russes, parce que encore une fois, il n'y a pas vraiment de ligne détaillée directrice, et on le voit un peu partout. Hier, quand il parlait de la solution à 2 États ou à un État, ce qui est impressionnant, c'est qu'il dit moi j'aime bien les deux, c'est comme vous voulez, mais c'est quand même le président, donc c'est quand même lui qui doit donner la directive a priori. La crainte, c'est quoi côté européen, Laurent Cohen-Tanugy? C'est qu'on donne plus de marge de manœuvre à la Russie dans ce qui était longtemps considéré comme son précaré, finalement l'Est de l'Europe? Oui, d'abord, je voulais dire que je crois qu'on est dans quelque chose de très, très différent du reset qu'on a évoqué. C'est-à-dire, le reset, c'était la politique, lorsque Obama est arrivé, effectivement, de normaliser la relation avec la Russie, mais dans un sens plutôt de libéralisation. Parce qu'on était reparti, il faut dire aussi, dans la guerre des étoiles, avec des boucliers antimissiles, avec ce type de... qui d'ailleurs continue, puisqu'il est prévu, dans la Roumanie en dispose, il est prévu toujours d'en livrer à la Pologne, de la part de l'OTAN. Oui, absolument. Mais là, aujourd'hui, on est... et c'était quand même dans un sens de libéralisation de la Russie, etc. Là, aujourd'hui, c'est complètement différent. Et je crois que
la Russie cherche au minimum à neutraliser d'une certaine manière les États-Unis et soutient tous les partis d'extrême droite en Europe. Donc je crois que c'est quelque chose de très différent, qui s'apparente plus à une espèce de prise de contrôle rampante, enfin pas de contrôle, mais enfin en tout cas de neutralisation rampante. Donc je crois que c'est quelque chose de tout à fait différent. Évidemment, ce qui est à craindre pour l'Europe, qui a quand même vécu, alors peut-être on peut le déplorer, hein, toujours à l'ombre du parapluie nucléaire, militaire américain en tout cas, et c'est vrai que l'Europe aujourd'hui n'est pas en capacité véritablement ni de se défendre, ni même d'être extrêmement efficace militairement, sans malgré tout l'appui américain, qu'il s'agisse au moins du renseignement, de la technologie, etc. Donc toute distance, toute prise de distance entre les États-Unis et l'Europe est mauvaise pour l'Europe et favorable à la Russie, c'est clair. Anne Toulouse, au sein de l'administration Trump aujourd'hui, il y a deux lignes qui s'affrontent très clairement entre, disons, d'un côté, ceux qui étaient réputés plus favorables à la Russie. On pense à Michael Flynn, mais je le disais aussi, Stephen Bannon est souvent présenté comme partisan de cette option. Et puis, de l'autre côté, des figures comme James Mattis, Rex Tillerson, qui, malgré ses années de proximité avec Vladimir Poutine, semble aujourd'hui prendre ses distances. Est-ce que c'est ça auquel on assiste ? Écoutez, moi, je voudrais bien continuer cette discussion sur la Russie, mais je crois qu'on a un petit peu fait le tour. Ce que je voudrais dire, parce que c'est ma spécialité à moi, c'est Donald Trump, c'est que il faut aussi voir la logique de Donald Trump. Je sais que c'est pas toujours facile, mais je pense que son problème, c'est qu'il continue à faire pendant qu'il est à la Maison-Blanche, depuis qu'il est à la Maison-Blanche, ce qu'il a fait pendant sa campagne. Il ne faut pas oublier que Donald Trump a été élu sur le rejet de tout ce qui était en place, sur le rejet des institutions. Donc, je pense qu'auprès de l'Amérique qui l'a suivi, le fait qu'en ce moment, il soit en train de renverser la table un peu dans tous les ministères et dans toutes les institutions, c'est peut-être pas forcément pour déplaire. Et même, je pense pas que dans le Middle West, on se réveille en essayant de voir quelle va être la finesse de la ligne avec la Russie. Alors, je dis pas qu'on ne devrait pas le faire, mais c'est un peu comme ça. Parce que pendant que tout le monde discute autour de ces égarements en politique étrangère, autour du fait qu'ils disent qu'il lui passe par la tête, ce que fait Donald Trump, vous n'allez pas le croire, mais il est en train de préparer sa campagne de 2020. Il a un meeting, je crois que c'est aujourd'hui à Orlando, qui est un meeting de campagne. Donald Trump est toujours en campagne. Il continue à faire ce qui lui a si bien réussi. Oui. Voilà, c'est ça. Mais Anne Toulouse, cette propension, comme vous le dites, à renverser la table, à bousculer les équilibres existants et à être d'ailleurs de nouveau en campagne, est-ce que ça n'est pas au prix d'une terrible instabilité finalement, voire d'une cacophonie au plus haut niveau de l'État ? Je vais juste vous faire écouter John McCain, qui est quand même l'un des ténors républicains au Sénat. Je vous ferai réagir juste après. Je connais sa déclaration. Bon, on va l'entendre pour ceux qui ne la connaissent pas et je vous ferai réagir juste après. Je crois qu'il y a un dysfonctionnement significatif dans l'appareil de sécurité nationale du gouvernement Trump. Quand on voit qu'on ne sait même pas qui est responsable, cette situation avec Flynn, tout ce qui l'entoure, rappelle le dysfonctionnement du gouvernement Trump pour tout ce qui touche à la sécurité nationale. Anne Toulouse, la moitié des Américains, du moins ceux qui ont voté pour Donald Trump, ont clairement voulu le changement, la rupture avec les habitudes de Washington. Est-ce qu'ils ont voté pour l'anarchie ? Non, je ne pense pas. Et c'est vrai que ce que dit, on ne peut pas aller contre ce que dit le sénateur McCain, qui en plus est ravi de le dire, puisque vous savez qu'il fait partie des victimes de Donald Trump, qui ne l'a pas épargné pendant sa campagne. Donc il y a une espèce en plus, se superpose à ça, une espèce de guerre interne entre les deux hommes. Non, je pense que les Américains, évidemment, comme tout le monde, veulent la stabilité, voulaient avoir une ligne claire, mais en même temps, la ligne claire de Donald Trump vis-à-vis de ses électeurs, c'est celle de l'intérêt des États-Unis. Il n'a jamais dit autre chose pendant sa campagne. Alors qu'il l'interprète d'une manière qui n'est pas orthodoxe et qui est même inquiétante, ça, je veux bien. Mais si on parle de Donald Trump vis-à-vis de ses électeurs, et surtout du noyau dur de ses électeurs, c'est les intérêts des États-Unis qui peuvent prendre des formes un peu louvoyantes, comme on le voit. Dominique Simonet, les intérêts des États-Unis qui peuvent prendre, nous dit Anne Toulouse, des formes un peu louvoyantes, comme quand on voit, ne serait-ce que sur la question du conflit israélo-palestinien. Alors peut-être ça ne concerne pas effectivement les citoyens américains eux-mêmes, mais ça concerne les intérêts américains et on le voit en 24 heures, une évolution assez radicale dans la ligne. Il y a entre un président qui dit la solution à deux États n'est plus une condition préalable et le lendemain l'ambassadrice américaine à l'ONU qui dit que ça reste essentiel. Oui, on est toujours dans ce un pas en avant, un pas en arrière, dont on parlait tout à l'heure. Mais Anne Toulouse est une optimiste.
juste parce que je ne crois pas que les intérêts américains auraient tout intérêt à ce que le monde fonctionne bien et que les démocraties fonctionnent bien. Je ne crois pas que l'un des intérêts américains, que ce soit de mettre la pagaille un peu partout dans les institutions internationales, comme il est en train de le faire dans les institutions intérieures. Vous savez, moi, je pense qu'il y a quelque chose d'important, peut-être de plus grave sur le fond, c'est qu'on sent une certaine volonté de bouleverser un petit peu les vieilles alliances, comme les Américains d'ailleurs ont envie de bouleverser un peu le vieux système, comme les Français aussi, où certains Français y songent. On va renverser la table et bouleversons les alliances. Et on voit une diplomatie, en tout cas de ce qui reflète de l'attitude de Donald Trump, qui est en fait totalement mercantile. C'est plus une diplomatie raisonnée, c'est plus une diplomatie qui est basée sur un certain nombre, sur l'histoire, sur des valeurs, n'en parlons plus. Les valeurs, on les oublie totalement. C'est une démocratie du deal, du donnant-donnant, une espèce de réel politique totalement cynique. Qui, d'une certaine manière, ne fait que réveiller les nationalismes et peut-être peut conduire le monde au pire. Moi, je pense qu'on parlait tout à l'heure de la Russie, et vous le disiez totalement justement, la Russie de Poutine, c'est pas celle de Gorbatchev, c'est la Russie d'une forme de dictature, d'un homme fort. Est-ce que les démocraties qui sont réunies notamment dans l'OTAN ou dans une certaine idée de la société mondiale, est-ce qu'elles sont prêtes à faire renoncer à ces valeurs? Je sais qu'il y a une grande tendance actuellement, peut-être au département d'État, mais même en France, à justement dire ça suffit maintenant, soyons réalistes et puis faisons des deals, etc. À la Trump. Je pense que c'est extrêmement dangereux. Alors juste, je vais faire réagir nos invités en plateau, mais je voudrais juste une réaction d'Anne-Toulouse, parce que c'est vrai que là vous touchez à la psychologie de Donald Trump, et que c'est vrai que c'est tout l'intérêt aussi de l'ouvrage d'Anne-Toulouse, Dans la tête de Donald Trump. C'était Bob Corker, qui est le sénateur républicain du Tennessee, qui avait été pressenti lui-même au secrétariat d'État, qui avait eu des entretiens avec Donald Trump au mois de novembre dernier, et qui avait dit effectivement qu'il avait lui aussi vu ce côté de deal maker, le côté businessman de Donald Trump, qui lui-même ne lui avait pas convenu, parce que finalement un deal pour faire un deal, c'est pas comme ça qu'on gère les affaires du monde, notamment avec la Russie. On peut pas faire un nouveau Yalta juste pour le plaisir de faire un deal. Est-ce que c'est ça la psychologie de Donald Trump, Anne-Toulouse? Oui, alors d'abord, je voudrais dire que je ne suis ni optimiste ni pessimiste, ou simplement je vis aux États-Unis. Je suis moi-même de nationalité américaine, donc je vois ce qui se passe autour de moi et j'essaie non pas de justifier ou de condamner, j'essaie simplement d'expliquer. Et vous avez tout à fait raison, la diplomatie de Donald Trump, c'est une diplomatie de businessman. C'est d'ailleurs ce que je dis dans mon livre. C'est, comme disait d'ailleurs Benjamin Netanyahou, c'est l'art du deal. Il est en train de faire des deals diplomatiques comme il a fait des deals dans sa carrière. Et je dirais que la ligne directrice, c'est un peu ça passe ou ça casse. Voilà, c'est comme ça. Alors on peut le déplorer ou trouver qu'il y a une logique à ça. Moi, c'est ce que je vois autour de moi. Et ce que je vois autour de moi, c'est non seulement le microcosme Washington, peut-être New York, quelquefois Los Angeles, mais il y a aussi tout ce vaste pays au milieu qui a fait un pari sur quelqu'un qui tournait le dos aux anciennes alliances. Mais il faut dire que ce n'est pas le seul. Regardez ce qui s'est passé sous Obama, qui disait que l'Europe était l'histoire d'amour de quelqu'un d'autre et qui s'est tournée complètement vers l'Ouest, comme le fait maintenant la jeunesse américaine. On peut le déplorer, mais c'est comme ça. Oui, illustration en tout cas, Laurent Cohen-Tanuji, de cette propension de Donald Trump à effectivement agir un peu comme un businessman dans les relations internationales. Il le dit à l'instant lors de sa conférence de presse: nous ne cesserons de mettre la pression sur l'Iran. Manière de dire, tant que nous n'obtiendrons pas ce que nous voulons, c'est-à-dire des garanties sûres et définitives. Ça veut dire qu'il ne remet pas formellement en cause l'accord. D'ailleurs, il y a eu un peu des rumeurs là-dessus aujourd'hui, après la rencontre entre Jean-Marc Ayrault et Rex Tillerson. Jean-Marc Ayrault, le ministre français des Affaires étrangères, a eu un peu le sentiment de sa rencontre avec Tillerson que les États-Unis étaient prêts à remettre en cause cet accord. Et là, Donald Trump dit: on ne le met pas en cause, mais on ne cessera de mettre la pression. C'est une manière de faire monter les enchères. Est-ce que finalement, c'est pas aussi une manière peut-être efficace? Est-ce que c'est nous qui ne nous trompons pas de grille de lecture d'une certaine manière?
Non, je dirais d'abord que vous semblez avoir une bien piètre idée des businessmen, hein, parce que être un bon businessman, c'est pas ça. Mais ça fait pas forcément un bon président. Ça fait pas, en plus, ça fait pas nécessairement un bon président, loin de là. Mais il faut une part de bluff quand on. Oui, mais enfin là, pour le moment, rapport de force. quand on veut faire des deals, il faut savoir exactement ce qu'on veut. Là, visiblement, un jour c'est noir, le lendemain c'est blanc. Donc quand on ne sait pas vraiment ce qu'on veut, on fait pas de bon deal. Pour le moment, en tout cas, je l'ai vu aucun deal de fait. Donc non, je crois qu'il faut arrêter de. Et puis par ailleurs, bon, effectivement, la diplomatie c'est beaucoup plus compliqué. Donc je crois que cette image de. Alors ensuite, avoir une approche plus transactionnelle, plus réaliste, peut-être. Mais enfin, en tout cas, pour le moment, c'est pas ce qu'on a vu du tout dans le mois le premier mois de la présidence Trump. C'est ni de la diplomatie, ni du bon business. Alexandre Andorra. Oui, effectivement, je pense qu'il faut faire vraiment attention, parce que Donald Trump est vraiment un communicant hors pair, et il faut vraiment faire attention à ne pas tomber dans son narratif, en fait, parce qu'il dit tout le temps, oui, je change les choses, je renverse la table, etc. Hier, par exemple, il nous parle d'un accord sans précédent sur le conflit israélo-palestinien avec une puissance régionale, quelque chose qui n'aurait jamais été entrepris jusque-là. Comme si on pouvait presque le toucher du doigt. D'ailleurs, il dit un moment à Benjamin Netanyahou, je ne pensais pas que vous en parleriez, comme si effectivement il y avait de la substance derrière et qu'il venait d'évoquer. Non mais voilà, en fait, on a l'impression que pour lui, il suffit de faire un tweet et c'est bon. C'est fait, c'est gravé dans le marbre. Enfin, pour l'instant, il dit qu'il va renverser la table, mais il ne le fait pas. S'il voulait vraiment le faire, Tillerson et Mattis auraient eu des discours différents dans leur déplacement aujourd'hui. Vous voulez dire qu'aujourd'hui, on assiste à des discours assez conventionnels de la part de secrétaires à la Défense et secrétaires d'État américains? C'est des discours qui sont vraiment assez classiques, surtout sur les relations transatlantiques. Même quand Mattis était, il y a quelques semaines, en Asie, c'était à peu près les mêmes discours qu'avant. Enfin, donc s'il voulait vraiment le faire, déjà, il y aurait ces directives. Et ensuite, je trouve effectivement pas que ça soit un si bon deal maker que ça, parce qu'il n'arrête pas de le dire. C'est souvent relayé, mais honnêtement, pour l'instant, les deux choses... Le Japon est quand même... Shinzo Abe est quand même venu à Washington avec l'annonce de 700 000 créations d'emplois. C'est Shinzo Abe, mais c'est pas un dirigeant d'entreprise japonais qui l'a dit, c'est le Premier ministre. Donc voilà. Et surtout... Enfin, là où il a fait deux grosses erreurs, je trouve, c'est sur le TPP, le Trans-Pacific Partnership, et la One China Policy, où on nous a tout le temps dit « Ah oui, mais c'est une tactique de négociation parce qu'il est vraiment très fort, etc. » Il l'a vraiment rayé, Et ensuite, il l'a abandonné sans rien avoir en retour. C'est la base de la négociation, vous n'abandonnez rien sans avoir en retour. Donc pour l'instant... Ça prouve peut-être qu'il avait des convictions contre le TPP, en tout cas contre le traité Trans-Pacifique. Mais pour l'instant, ça ne prouve pas qu'il soit un si bon dealmaker que ça, honnêtement. Laurent Cohen-Tanugy. Je voulais revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure sur les intérêts des États-Unis et de l'Amérique et ce que pensent les électeurs du Midwest, etc. Je crois qu'il y a quand même des choses fondamentales, même pour les électeurs du Midwest, c'est le respect des institutions, le respect du droit. Le rule of law, comme on dit. Le rule of law. C'est la sécurité nationale des États-Unis. Et c'est malgré tout les valeurs qu'incarnent les États-Unis, la démocratie libérale, etc. Je crois que ça, même au fin fond du Midwest, il y a un moment où ça devient quand même une ligne rouge à ne pas franchir. Et pourtant, Anne Toulouse, c'est ce qui surprend un peu, vu d'ici, on dit sa cote de popularité s'effrite. Enfin, il a quand même un stock de 40% en gros d'opinion favorable, ce qui, si un chef d'État avait à peu près eu la même politique en France, on peut parier qu'il serait en dessous des 10%. Donc ça veut dire qu'il a toujours un soutien dans l'opinion, d'après vous ? Oui, et c'est très difficile de quantifier les sondages d'opinion vis-à-vis de Donald Trump. J'ai même lu hier une analyse du site Politico disant qu'en fait, sa cote de popularité s'est sous-évaluée parce qu'il y a quand même, on a bien compris qu'il ne fait pas bon nulle part, et même aux États-Unis, de s'avouer supporter de Donald Trump. Ce que d'ailleurs, je ne suis pas son porte-parole, je constate simplement. C'est, d'après Politico, les sondages qui seraient faits non pas de vive voix, mais par online ou d'une façon automatiquement générée, donneraient un pourcentage beaucoup plus fort à Donald Trump. Donc, je ne sais pas si ça va durer, mais c'est vrai que pour l'instant, si sa popularité s'érode, elle s'érode lentement. On dit que les gens qui ont voté pour Trump auraient peut-être ce qu'on appelle buyer's remorse. Peut-être pour 10%, peut-être un peu moins, mais on est au tout début d'une administration, hein. On est à moins d'un mois, donc pour l'instant, les conséquences sur la vie quotidienne ne se sont pas fait sentir et je ne vois pas pourquoi cela se ferait vraiment sentir sur les sondages d'opinion. Alexandre Andorra, vous vouliez ajouter un mot? Oui, simplement pour dire qu'effectivement, donner un peu des données quantitatives, c'est vrai qu'il y a, pour l'instant, ces executive orders, notamment l'interdiction des citoyens des 7 pays musulmans, le mur, la renégociation de l'ALENA, etc., c'est
les républicains sont nettement en faveur de tout ça. Hein. C'est à peu près 80% de soutien chez les républicains là-dedans. Oui, chez la base, pas chez l'establishment. Hein. Ah non, oui, bien sûr. Oui. Mais ça, c'est 80%, c'est un home run, comme on dit au baseball. C'est vraiment... génial d'un point de vue républicain, et là-dessus on revient à ce que disait Anne Toulouse tout à l'heure, c'est le fait qu'il soit toujours en campagne en fait. Maintenant, bon après oui, c'est question de comment les données sont collectées d'un point de vue sondage, etc. Bon, j'aurais des choses à dire là-dessus, mais ça prendrait un peu de temps. Et malheureusement, voilà. Mais effectivement, si sa cote de popularité continue à s'éroder, elle va pas s'éroder d'un coup, ça va s'éroder progressivement, ça va pas se faire comme ça du jour au lendemain. La conclusion. On peut s'interroger, et on s'interroge beaucoup aux États-Unis sur la personnalité elle-même de Trump aussi, qui est quelqu'un qui vraiment rend un certain nombre de spécialistes qui l'observent assez sceptiques. C'est quelqu'un qui a vraiment une vision démesurée de lui-même, qui n'accepte pas les critiques, qui est impulsif. Enfin, il présente, selon certains psychiatres, tous les troubles de la personnalité narcissique. Donc, c'est pas rien aussi d'avoir quelqu'un à qui on ne peut pas bien parler, qui n'écoute pas. Là, il y a aussi une véritable inquiétude sur l'homme Trump, qui était là pendant la candidature, pendant la campagne, pardon, et qui reste aujourd'hui alors qu'il est président. Et en tout cas, Donald Trump qui semble nous répondre durant sa conférence de presse, puisqu'il dit que les fuites dans les médias rendent plus difficile encore un deal avec la Russie. Ce sont donc les médias qui l'en empêchent. Et puis, il commande au département à la justice d'ouvrir une enquête sur les fuites dont se sont fait écho les agences de renseignement américaines. Autant dire que la bataille continue. Je voudrais remercier Anne Toulouse qui était avec nous en direct de Washington d'avoir participé à ce débat. Merci Anne. Merci également à Dominique Simonet avec nous en plateau, à Alexandre Andorra et à Laurent Cohen-Tanugy. Restez avec nous car l'actualité continue. Cette fois, vue du net, c'est un œil sur les médias. Un œil sur les médias, l'actualité du débat, mais cette fois vue du net, c'est avec Anthony Saint-Léger. Bonjour Anthony. Bonsoir Raphaël. Aux États-Unis, c'était aujourd'hui une journée sans immigrés, une manière de dénoncer la politique de Donald Trump. Oui, contrairement à ce qu'on pourrait penser à l'énoncé de l'intitulé et de ce hashtag Day Without Immigrants, eh bien ce n'est pas une initiative raciste contre les immigrés, bien au contraire. Des restaurants de plusieurs villes ont décidé de fermer leurs portes ou en tout cas de tourner au ralenti, et cette affichette a été très partagée sur les réseaux sociaux. Sans les sans-papiers ni les immigrés et sans notre soutien, le pays est paralysé. C'est d'ailleurs ce qu'ont tenu à rappeler certains tweetos, cette tweeto qui espère que ça aura un grand impact pour montrer à quel point leur contribution est importante pour la société américaine. Pour cette autre internaute, elle précise que beaucoup d'immigrants acceptent des jobs qui sont souvent mal payés, en tout cas peu payés, et que des Américains ne l'auraient pas forcément fait. Du coup, sur les réseaux sociaux, de nombreuses enseignes ont annoncé qu'elles fermeraient leurs portes. C'est le cas de la chaîne Wing Wings ou encore des restaurants All Set. Et puis, il y a eu aussi la décision de ce chef américano-espagnol, José Andrés. C'est lui qui avait refusé d'ouvrir un restaurant dans le flambant neuf hôtel de Trump à Washington pour protester justement contre ses propos contre les réfugiés mexicains. Alors, l'autre chef, Rick Bayless, lui a annoncé qu'il fermait 4 restaurants à Chicago. Et puis, certains ont tenu à rappeler qu'il n'y avait pas que la restauration qui était concernée. C'est par exemple cet internaute qui nous dit qu'habituellement, il y a plus de monde ici en montrant cette photo pour parler du secteur du bâtiment. D'autres ont noté que, par solidarité, ils n'avaient pas envoyé leurs enfants à l'école. En témoigne ce témoignage de Amanda Snow. Autre sujet, Emmanuel Macron qui fait polémique ici en France auprès de la droite et du Front National après ses propos tenus en Algérie. Le candidat à la présidentielle pour le parti En Marche qui assimile la colonisation à un crime contre l'humanité. Oui, ce sont des propos accordés à une chaîne privée algérienne El Chourouk et qui ont suscité, vous l'avez dit, un tollé au sein de la classe politique à droite, essentiellement François Fillon, qui dénonce une détestation de notre histoire. Cette repentance permanente est indigne d'un potentiel chef de l'État. Dans un communiqué, le secrétaire général des Républicains dénonce, lui, une insulte à l'histoire de France et à la mémoire des millions de Français. Pour Gérald Darmanin, secrétaire général adjoint du parti, ce sont, je cite, des crachats sur la tombe des Français tirailleurs, supplétifs, harkis, morts pour une France qu'ils aimaient. Au Front National non plus, on n'a pas laissé passer les propos d'Emmanuel Macron. Le numéro 2 du parti préfère rappeler que la France a apporté les routes, les hôpitaux, la langue française et la culture française.
française. En Algérie, pour Marion Maréchal Le Pen, eh bien, Emmanuel Macron est tout simplement le candidat de la repentance. À gauche aussi, Emmanuel Macron s'est attiré les critiques, notamment de Jean-Christophe Cambadélis, le premier secrétaire du PS, qui lui reproche un peu de ne pas trop savoir ce qu'il veut. Le ni droite ni gauche, c'est un jour pour la colonisation positive, un jour crime contre l'humanité, car c'est vrai que les propos d'Emmanuel Macron viennent contredire ceux qu'il avait tenus en octobre 2016. Il faut dire que le public n'était pas le même non plus lorsqu'il déclarait qu'il y avait eu la torture en Algérie, mais aussi l'émergence d'un État. Il y avait eu des éléments de civilisation et des éléments de barbarie. Alors face au tollé provoqué, eh bien, Emmanuel Macron s'est expliqué dans une vidéo, colonisation, le courage de dire les choses, même s'il a un petit peu joué les équilibristes, puisqu'il a parlé d'une responsabilité nécessaire tout en parlant d'une modernité apportée par la colonisation. Il a évoqué aucune repentance, mais aucun refoulé. Il n'a pas réutilisé le terme crime contre l'humanité qui était controversé, un terme que beaucoup d'historiens notamment ont jugé tout simplement inapproprié, même s'ils reconnaissent des massacres de masse. C'est le cas de cette historienne qui rappelait sur Twitter que la définition de crime contre l'humanité était essentiellement celle définie lors des procès de Nuremberg, de même que cette autre historienne, alors on a le droit à une petite pub, voilà, cette autre historienne, sur le plan juridique, le terme ne s'applique pas à la colonisation. Sur le plan moral, bien sûr, chacun est libre de faire sa propre vérité, estime-t-elle. Pour l'historien Benjamin Stora, eh bien, ça montre avant toutes ces polémiques que la colonisation reste avant tout un tabou. En témoignent, on s'en rappelle, les nombreuses polémiques en 2005, en 2007 ou encore en 2010. Merci beaucoup Anthony, c'était un œil sur les médias. Merci à nouveau à nos invités qui nous accompagnaient pendant ce débat. Restez avec nous à suivre un nouveau journal sur France 24.